Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. Docteur Benaïm Albert, médecin de famille. Docteur Assayag, Raphaël, médecin de famille. Docteur Azoulay. Alors, nous pratiquons tous ici chez Physimed à Montréal et aujourd'hui, le sujet de notre podcast, c'est le dépistage du cancer. Donc, encore une fois, dans le cadre de la prévention, et puis je vous invite à voir les podcasts que nous avons déjà émis dans le passé. Le dépistage du cancer est très important, mais c'est aussi quelque chose qui peut être anxiogène. Hein? Il y a beaucoup de patients qui sont un peu anxieux quand on leur parle de dépister du cancer. Je ne sais pas ce que vous voyez dans votre pratique, mais j'essaye de les rassurer. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait peur. Et souvent, ce n'est pas le test ou l'examen qui fait peur, mais c'est la réponse. C'est de savoir s'il y a une anomalie qui va être détectée. Le résultat fait peur. Mm-hmm. Ce qu'on voit, en tout cas, moi, ce que je vois souvent, c'est que les patients pensent que si on ne cherche pas, bien, on ne va pas trouver, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer. Alors, il faut aborder le sujet avec... donc, on le fait régulièrement. Dans le cadre des bilans de santé, c'est ce qu'on fait avec nos patients. On fait du dépistage de cancer. Et il y a vraiment une raison fondamentale pour laquelle on fait ça. C'est parce que quand on dépiste un cancer et qu'on arrive à trouver un cancer à un stade précoce, le pronostic est différent. Mm-hmm. On arrive à vraiment aider nos patients à se prendre en main. Des fois, même, on peut avoir une cure. Alors, j'aimerais ça t'entendre là, par rapport au pronostic, dépistage. Comment tu vois ça? On s'entend que c'est sûr qu'on n'aimerait rien trouver. C'est sûr que quand on fait un dépistage, on ne souhaite pas avoir un résultat, mais je trouve que les patients ont toujours la difficulté, ou souvent la difficulté à comprendre ça. L'objectif du dépistage, ce n'est pas de trouver un cancer ou de ne pas trouver un cancer, c'est de pouvoir trouver un cancer de manière beaucoup plus tôt pour avoir un bien meilleur pronostic. Quelque chose qui va vraiment changer le outcome global. Les gens ont tous connu des amis, des membres de la famille qui ont souffert de cancer. Et les gens ont peur de ça. Ils ont peur de souffrir et ils ont peur ils s'imaginent dans la même situation. Et puis, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que un cancer qui est détecté tôt ou même un stade précancéreux, ça va éviter cette souffrance dans beaucoup de cas. Ça va éviter de se retrouver comme ça. Donc, c'est pas parce que on détecte quelque chose qu'automatiquement le pire va arriver. Mm-hmm. Et c'est souvent ça qui freine les patients, je pense. Mais non, il y a quelque chose d'autre aussi qui se passe dans la tête des patients, c'est qu'ils se disent, ben écoute, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de problème, je me plains de rien. Donc, alors, ce qu'on voit souvent, là, c'est que les cancers, quand ils commencent, ils sont au stade 1, même des fois stade 2, même stade 3. Donc, au niveau d'un cancer, on a différents stades. Stade 4, souvent, c'est un cancer qui s'est propagé partout dans le corps ou dans plusieurs places dans le corps. Mais des fois, quand on est au stade 1, stade 2, stade 3, on peut avoir un cancer et avoir zéro symptôme. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais alors, donc ça peut faussement rassurer les patients qui se disent ben, « je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas besoin de faire de tests ». Dans la plupart des cas, les symptômes apparaissent pas mal plus tard. Donc, au début, quand un cancer est au tout début, quand il est précancéreux, quand il est au stade 1, quand il est microscopique ou minuscule, il n'y a pas de symptômes. Il n'y en a aucun. Il est localisé et on ne le ressent pas. Donc, c'est à partir du moment où les symptômes apparaissent, c'est pas toujours, mais c'est souvent déjà tard. Mm-hmm. Donc, pour les cancers où des tests de dépistage précoce existent, il faut absolument mettre l'emphase là-dessus. Oui. Certainement, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est exactement ça, c'est d'avoir des meilleurs résultats à long terme, de pouvoir vraiment changer la vie ou changer vraiment c'est quoi qui va avoir l'approche par rapport à certains traitements par la suite.
Ben, ce qui m'a frappé, moi, chez mes proches, mon jeune frère, là, à 50 ans, est allé faire son bilan de santé, puis il a eu sa colonoscopie. Il avait zéro symptôme, vous entendez ça, là. Et c'est un gars qui était sportif, ses prises de sang étaient parfaites, et quand il a été faire sa colonoscopie de routine, il était déjà au stade 3C, qui est un stade avancé, donc qui veut dire que le cancer avait déjà perforé la paroi du côlon, alors qu'il était asymptomatique. Donc, ne pas avoir de symptômes n'est pas une garantie. Donc, il faut aller consulter votre médecin de famille pour s'assurer de, au moins, participer au programme de dépistage de cancer qui existe. Maintenant, j'aimerais ça adresser quelque chose d'autre. Les patients s'imaginent souvent qu'on fait une prise de sang, bien, on va détecter tous les cancers. Hein? Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'aimerais ça vous entendre par rapport à quel type de cancer qu'on détecte, quels sont les programmes en place et à qui ça s'adresse. C'est vrai que souvent, on a cette question. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais est-ce que mes prises de sang incluent le test pour le cancer? Et souvent, il faut expliquer qu'il n'y a pas un test pour le cancer, qu'il y a des tests spécifiques pour plusieurs cancers. Et donc, il faut vraiment cibler. Mais il n'y a pas un test, il n'y a pas un scan du corps au complet qui va permettre de tout détecter. Les cancers dont on parle le plus, évidemment, en dépistage, c'est le cancer du côlon. Mm-hmm. Donc, le cancer du côlon qui se dépiste par l'analyse des selles ou par la colonoscopie. Le cancer du sein chez les femmes, la mammographie, évidemment. Le cancer du col de l'utérus, très important, on l'oublie. Le pap test, absolument très, très important. Le cancer de la prostate se dépiste, il y a un peu plus de controverse là, mais il y a aussi des tests de dépistage. Le cancer du poumon pour les fumeurs, donc évidemment pas pour tout le monde, mais pour les gens qui sont à risque élevé, très important aussi. Il ne faut pas oublier le cancer de la peau. Le cancer de la peau, on l'oublie. Le test de dépistage est très, très facile. Il faut regarder, il faut examiner la peau. Mm-hmm. J'ai une histoire, moi, là-dessus. J'ai un patient, il y a quelques années, qui est venu me voir pour une douleur à l'épaule. Et on l'examinait, puis on voulait faire une injection de cortisone à l'épaule. Puis au lieu de relever la manche comme ça, je lui ai demandé de se déshabiller. Puis c'était pendant la pandémie. Donc pendant la pandémie, on ne faisait pas de bilan de santé, on ne faisait pas d'examen de routine. En se déshabillant, j'ai vu une tache sur son dos. Et puis, donc j'ai fait l'injection de cortisone, je l'ai référé en dermatologie, et on a détecté un cancer. Donc, cancer de la peau se détecte, il faut juste regarder et il faut être à l'affût. Donc, il y a des cancers comme ça qui sont dépistables. Il y en a malheureusement qui ne le sont pas. On sait, le cancer du pancréas, le cancer des ovaires, c'est des cancers qui malheureusement n'ont pas de test de dépistage précoce pour le moment. On espère que ça va venir. Donc, juste pour les auditeurs là-dessus, on a des programmes de dépistage de cancer qui sont très, très bien structurés. On a parlé cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du col de l'utérus, cancer même cancer du sein, bien sûr avec les mammographies, cancer du poumon pour les fumeurs, etc. sont tous des cancers avec des programmes très structurés. Mais on a aussi des façons indirectes de détecter des cancers par rapport à l'analyse de la symptomatologie ou des fois l'analyse de prise de sang générale. Je vous explique. Des fois, il y a des patients qui viennent nous voir et qui me disent on regarde l'analyse de la composition corporelle quand ils font leur bilan de santé et on voit qu'ils ont perdu 20 livres. Je donne un exemple. Et là, je dis au patient, mais tu as perdu 20 livres, là. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'année? Ben doc, je ne le sais pas. Je mange comme d'habitude, je fais l'exercice comme d'habitude, mais je vois que mon poids descend, je ne sais pas, peut-être que je m'alimente mieux, j'ai aucune idée, mais comment ça, tu n'as aucune idée? Et là, on décortique et on voit que le patient a perdu du poids pour une raison inexpliquée. Alors là, pour nous, c'est une façon de dire, OK, il faut évaluer ça. Donc, des fois, on fait des tests plus poussés, des scans du corps entier, des fois, pour aller trouver un cancer qui peut être un cancer du pancréas ou autre dont on n'a pas de programme de dépistage. Donc, les prises de sang générales peuvent aussi détecter une anémie, par exemple. Hein?
Oui. Alors, donc, le questionnaire des patients, les tests en général nous aident aussi non seulement à adresser des symptômes, mais aussi par la porte d'en arrière de trouver et de nous pousser à faire des tests pour aller chercher la raison qui a causé une anémie, la raison qui a causé une perte de poids inexpliquée. Et derrière ça, on peut détecter des fois des cancers dont on n'avait aucune idée qui étaient là et qui se cuisinaient dans le corps des patients. Ouais. Évidemment, là, on ne parle plus de dépistage précoce, on parle vraiment d'évaluation de symptômes ou d'anomalies il faut fouiller, il faut chercher, il faut toujours y penser. Je ne sais plus c'est quoi les statistiques, mais c'est 30% de la population qui va souffrir d'un cancer dans sa vie, si je ne me trompe pas, donc c'est énorme. Alors il faut toujours y penser. Mais ça, on va s'axer sur les programmes de dépistage qui sont là, qui sont tous, encore une fois, basés sur des grandes études. C'est basé sur des recommandations nationales. C'est basé sur, malheureusement, souvent sur des budgets aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais il faut utiliser tous ces outils-là parce que c'est des outils qui sont prouvés pour vraiment prévenir des cas plus avancés de cancer. Mais comme vous avez dit, c'est juste l'évaluation globale du patient. De mon côté, c'est pas vraiment un dépistage de cancer, mais je demande souvent l'échographie abdominale chez des patients, pour le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale. J'en ai presque jamais trouvé des anévrismes, ou très très rarement, mais j'ai trouvé d'autres masses et d'autres choses qui ont amené à d'autres tests, et je trouve que c'est intéressant, juste dans la globalité du patient, de s'assurer que c'est pas seulement tout ce qui est dépistage de cancer qui sont là déjà établis, mais de voir le patient au complet, comme vous avez dit, avec les prises de sang, avec les autres tests qui sont possibles. Donc, une petite controverse, là, Mhm. c'est qu'on a parlé il y a 2 semaines, lorsqu'on adressait les bilans de santé, c'est les fameux IRM complets du corps ou des scans complets du corps. Alors, j'ai des patients qui viennent me voir à l'intérieur d'un bilan de santé ou autre et qui me disent, Doc, pourquoi qu'on ne ferait pas un IRM complet, puis ça va me dire où j'en suis et on en finit. Alors, la réponse à ça, c'est qu'actuellement, ces technologies existent. Hein. Elles existent, elles sont offertes aux États-Unis, elles ne sont pas offertes actuellement au Québec de façon vulgarisée. Le Collège des médecins n'accepte pas ça. Pour toutes sortes de raisons. Une des raisons aussi, c'est que quand on se met à faire des tests, on trouve aussi des anomalies. Et ces anomalies peuvent exiger d'autres tests et des biopsies, tout ça qui peuvent aussi être anxiogènes alors que les tests sont aussi normaux. Donc, on a aussi cet aspect-là. J'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous en pensez. Chaque test qu'on prescrit il a des conséquences. Parfois des conséquences heureuses, hein, on détecte quelque chose, parfois des conséquences négatives. Alors, il faut toujours se demander à chaque fois qu'on prescrit un test ou qu'on prescrit une investigation, quels sont les avantages, quels sont les possibles avantages et quels sont les possibles inconvénients. Comme tu dis, une anomalie trouvée de façon fortuite qui mène à une biopsie alors que c'était inutile et finalement la biopsie engendre une complication. Puis finalement, au bout du compte, il n'y avait rien, puis il n'y avait pas de nécessité de chercher. Donc, il y a quand même une certaine souffrance et des conséquences négatives. Donc, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. On ne peut pas s'arrêter à ça puis se dire, par peur de découvrir quelque chose de conséquences, on ne fait pas de test. Donc, il faut avoir une base. Et la base, on a des études. On a des études assez claires qui nous disent que pour tel et tel cancer, on a beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients et vice-versa. On se demande toujours à chaque test qu'on prescrit quel est l'avantage. Et aussi, est-ce qu'il y a un avantage pour le patient de découvrir quelque chose de façon précoce? Donc, il y a certains cancers que si on les découvre tôt, on va avoir un grand avantage sur la conduite après. Les patients vont pouvoir être traités rapidement sans conséquences. Donc là, ça fait vraiment une différence marquée dans leur vie. Il y a d'autres cancers qui, détectés de façon plus tôt ou plus tard, ça ne change absolument rien. Alors, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que ça vaut la peine? Certainement. Je trouve que qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas plus de tests qui veut dire plus de sécurité. Et c'est sûr que
pour moi, c'est plus une discussion avec les patients. On va suivre tout ce qui est ces recommandations-là qui sont bien fondées. Mais souvent, c'est d'avoir cette conversation-là, d'expliquer que, en effet, plus de tests peut apporter plus d'interventions qui pourraient nuire aux patients, qui pourraient être inutiles. Et souvent, c'est de bien comprendre qu'on ne va pas tout faire puis pouvoir tout éliminer. Encore une fois, c'est comme on l'a discuté auparavant dans les semaines précédentes, c'est vraiment une question de continuité, de prévention et de s'assurer d'avoir des suivis réguliers. Donc, c'est le bon test au bon moment Ouais, et pour la bonne personne, Ouais. évidemment. tout à fait. Mm. C'est toujours un équilibre, hein, n'est-ce pas? On a besoin d'avoir un équilibre dans tout ça parce qu'on peut tester aussi ad nauseam, n'est-ce pas? Et donc, il y a un équilibre entre ce qui serait souhaitable de faire pour des patients sans trop les rendre anxieux et en leur donnant leur juste. Et il faut rester sobre aussi dans cette approche-là. En ce qui me concerne, le dépistage sauve des vies. Je le vois avec mes patients à tous les jours. Depuis que je suis en médecine privée, là, depuis quelques années déjà, je n'ai jamais diagnostiqué autant de cancers que lorsque j'étais dans le régime public. Donc, j'ai pratiqué sous la RAMQ pendant une trentaine d'années. Puis, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui viennent me voir qui n'ont pas de médecin de famille depuis des années, qui n'ont pas fait de dépistage. Et là, ils viennent me voir. Donc, nous, on fait des bilans assez complets et on fait du dépistage. Et donc, là, j'en trouve des cancers. My God. Puis, c'est surprenant et pas surprenant parce qu'ils n'ont pas participé à ces programmes. Donc, morale de l'histoire, le dépistage de cancer est très important. Parlez-en à votre médecin de famille. N'hésitez pas. N'allez pas de façon aveugle parce que vous avez peur du résultat. Soyez flexible, soyez ouvert. On a ces programmes. Plus tôt on détecte les cancers, mieux sont les pronostics à moyen et long terme. Donc, sur ce, à bientôt. Je vous invite d'ici 2 semaines, on va parler d'un sujet intéressant, l'hypertension artérielle. Donc, à bientôt.